Bonsoir, bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Télécréole. Je reçois ce soir, je suis toute seule. Gisèle n'est pas encore arrivée, Elodie n'est pas encore arrivée et je reçois une superbe invitée qui est digne d'un emploi du temps de ministre parce que ça fait juste 3 ans que je l'invite sur le plateau. Elle est venue que là maintenant. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Karine. On a plein de choses à se dire. Énormément. Beaucoup de choses à se dire parce que énormément de sujets abordés avec cette magnifique personne. Et c'est pour ça qu'on va lui consacrer 2 émissions, 2 fois 26 minutes. Donc là, vous êtes là ce soir avec nous, mais restez aussi pour la fois prochaine. Jeudi prochain, on va retrouver Cynthia sur un portrait vraiment beaucoup plus personnel, confidence pour confidence. Ce soir, on va commencer avec elle sur son parcours, sur son engagement associatif. Et quand elle abordera le côté personnel, on comprendra du coup pourquoi en fait elle en est arrivée là. Cynthia, comment tu vas? Je vais bien, ça va. Ouais, tu as pris 3 ans à me rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah ben un petit peu chargé avec les associations. Oui. Mais il le faut. On a besoin de nous sur le terrain. Exactement. Alors déjà, quelles sont les associations que tu prônes et dans lesquelles tu œuvres en ce moment? Donc il y en a 3 bien précises. Oui. Donc la première c'est Solidarité Créole 974. Oui. Qui s'occupe des personnes sans abri, mais aussi des familles en détresse. Oui. Des femmes victimes de violences, et on comprendra personnellement pourquoi après. Oui. Et puis surtout qui s'occupe aussi de toute personne qui est en difficulté en métropole. Puisque nous avons 2 pôles, il y a le pôle Réunion et Métropole, et on est tout le temps en lien. Et du coup... C'est-à-dire avec des Réunionnais qui sont en difficulté? Oui, avec les Réunionnais qui sont en difficulté en métropole. Donc on a le président de l'association qui est là-bas. Yanis coucou. Pasquet. On lui fait un gros coucou. Voilà, on lui fait un petit coucou. Et avec les équipes qui sont là-bas, ils gèrent les Réunionnais en difficulté. Souvent ceux qui sont venus en pensant que ça allait être l'Eldorado en métropole. Et il y a les petits tracas du quotidien qui arrivent. Et où ils ont besoin parfois d'être rapatriés. D'accord. Sur l'île, oui. Et où là, moi, c'est mon rôle à moi de faire le nécessaire pour quand ils arrivent, je fais le lien avec la métropole et je prépare la venue des personnes ici. Alors justement, on va rester sur ce point métropole. Donne-moi un petit cas concret, dites-moi là. Alors, nous avons trouvé, donc, on avait une personne qui était sans abri, qui s'appelle Loulou. La famille le recherchait parce qu'en fait, à la base, il était sur Marseille et il est parti sur Paris. Et on l'a retrouvé dans des gares, tout simplement. Donc il a fallu le bilanter, parce que quand on trouve des personnes qui sont à la rue, on ne peut pas les remettre dans un logement sans les bilanter. Il faut savoir au niveau santé où ils en sont, au niveau psychologique où ils en sont, faire le nécessaire avec toute la structure pluridisciplinaire qui est autour. Et ensuite, là, une fois que la personne elle est vraiment prête, on la remet complètement en contact avec sa famille. C'est ce qui s'est passé pour Loulou. Il a retrouvé sa famille, il a pu passer les fêtes. Et il y a un retour de Loulou sur la Réunion dans pas très longtemps. D'accord. Donc ça, c'est un énorme travail que vous faites grâce à ce lien avec la métropole. C'est ça. À la Réunion, ton rôle et quelles sont les actions que vous menez? Alors, donc ça part de simples maraudes où je rencontre. C'est pas tellement les amener à manger qui est important, c'est le lien. C'est le lien que l'on crée avec les personnes qui sont sans abri, qui ont besoin qu'elles soient mises en avant. Parce que toute la journée, les gens passent à côté et ne les voient pas. Donc quand moi j'arrive le soir, eh ben, il y a plein de choses. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'une écoute. Je suis là, entre le café et l'écoute. Mais je peux les aider. Dans quel secteur tu fais ça? Le port, Possession, Saint-Paul. Okay. Parce qu'on a aussi des familles, malheureusement, qui se trouvent sur Saint-Paul, dans des camions. Et où on va voir les enfants, les parents, et où on aide aussi administrativement, puisqu'on fait les démarches pour qu'ils aient des logements. D'accord. Donc, le sujet des familles, un petit peu comme ça, en difficulté, de la pauvreté, les sans-abri, c'est pas forcément aujourd'hui du domaine directement associatif. Hein. Il y a aussi des institutions qui œuvrent là-dedans, mais il y a beaucoup et de plus en plus d'associations qui font des repas des SDF, que ce soit au port, Possession, ou même après dans toute l'île, il y a plein d'associations. Pourquoi ça se démocratise? Pourquoi ça se multiplie comme ça? Parce qu'il y a un grand manquement. Ouais. Parce qu'au niveau administration,
quand, par exemple, on vient rien que le lundi sur une commune, alors que c'est toute la semaine que ces personnes ont besoin, et ben nous, les associations, on va être le relais. D'accord. Donc c'est très bien ce qui existe. Merci que ça existe au moins, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est là. Oui. Mais les associations, on va être là, on va être le relais. Et il faut savoir aussi que les personnes qui sont sans abri ne connaissent pas leurs droits, mais ne connaissent pas non plus ce qui est mis en place pour eux, les dispositifs. C'est-à-dire, par exemple, il y a des permanences au shore où les médecins voient les personnes sans abri et peuvent consulter. Eh ben, ils ne le connaissent pas. D'accord. Nous, en tant qu'association, on va les accompagner. Donc on va là, les amener. S'il y a quelqu'un qui un jour croise un sans-abri, on appelle ça aussi les amis de la rue. Est-ce que on les appelle, comme cela. Comment réagir et qu'est-ce qu'on doit faire si on a envie de les aider? Est-ce qu'on leur donne des sous? Est-ce qu'on leur donne à manger? Alors, moi, je préfère pas donner de l'argent parce qu'on sait qu'il peut y avoir des addictions. Ça aussi, c'est un gros travail qu'on fait, parce que on les aide dans leurs addictions. On essaye de voir s'il y a possibilité. Quand on met en place avec le pluridisciplinaire, il y a aussi pour les addictions. Et donc l'argent, non, mais oui, un repas, ça ne fait pas de mal. Mais surtout, c'est vraiment ce côté humain dont ils ont besoin. D'accord. C'est-à-dire que parfois, ils ont juste besoin de parler. Ils n'ont pas de famille? Ils ont de la famille. Alors, il y en a qui ont des enfants. Pourquoi ils sont dans la rue? Alors, il faut savoir que tout peut basculer pour tout le monde. Oui. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas. Et ces personnes-là, il y en a qui ont des bacs, il y en a qui ont des familles, enfants. Il y a eu un divorce, il y a eu quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, ils ont basculé et qu'ils se retrouvent à la rue. Okay. Donc, il y a ce point à prendre en considération. Quand ils sont à la rue, ils sont complètement désorientés. Mais ils sont pas fous. Non, ils sont pas fous. Ils sont pas méchants, violents. Non. Il peut y avoir des personnes, parce que, bien sûr, je ne fais pas mes maraudes seules. On est à deux, un homme, une femme. Parce que quand je me retrouve face à un public d'hommes, on ne sait pas comment ils vont réagir. Donc, il faut toujours avoir la sécurité avec soi. C'est ce que je fais dans les maraudes. Mais ils sont pas violents. Moi, en tout cas, tous ceux que j'ai vus ou que j'ai pu rencontrer, ça a toujours été un plaisir. Et ils ont besoin de ce moment-là parce qu'ils nous disent merci. Ils nous disent pas merci pour le repas, pour l'instant passé avec eux, pour les avoir entendus, alors qu'il y en a qui ne le font pas toute la journée, ou il y en a qui sont comme des pestiférés. Et puis leur amener un peu de linge de temps en temps, ça leur fait du bien aussi. D'accord. Et ils ont besoin de savoir aussi qu'il y a des endroits où ils peuvent se doucher. Et c'est pour ça, nous, en tant qu'association, ce qu'on veut maintenant aussi, c'est qu'il y ait plus d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des douches. Oui. Et il faudrait que ce soit ouvert à ce public. Pas les laisser tout seuls, avec l'association qui est là pour gérer, mais leur permettre d'avoir leur dignité. Est-ce que c'est possible d'avoir des solutions pérennes? C'est-à-dire vraiment de trouver des solutions pour les sortir de là, ou est-ce qu'ils veulent rester? Alors, il y en a, ils veulent rester. Il y en a, ils se complaisent dans ce système-là, d'accord? Sans papier, sans engagement, voilà. sans ils sont contents quand on vient, on leur amène à manger, et là, on peut rien faire. Oui. Par contre, il y en a d'autres qui nous disent, ils veulent sortir de là. D'accord. Et à ce moment-là, moi, je prends le relais. Ok. C'est-à-dire que je vais les aider. Donc, on va les aider administrativement déjà. Première chose à voir, il faut aller au CCAS, il faut leur donner une domiciliation, ce qui est très important, parce qu'ils ont besoin d'une adresse pour recevoir leur courrier. Oui. Donc, une fois qu'ils sont domiciliés... Ils existent. Ils existent pour l'État, alors que pour l'instant, ce n'était pas le cas. D'accord. Et une fois qu'ils sont domiciliés, nous pouvons mettre en place tout, c'est-à-dire la CMU, leur demande de RSA. Une fois qu'ils sont donc reconnus au niveau de l'État, on va commencer à aller dans les démarches avec eux. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre. Il y en a, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui ont le bac. Oui. Ils ont de très fortes capacités. Oui. Et il faut les remotiver. Donc, même des diplômés qui se retrouvent dans la rue. Oui, voilà. Donc, exactement. Il n'y a vraiment pas de situation, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle. C'est vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Non, dernièrement, j'ai eu un professeur qui était à la rue. Et il y en a qui dorment dans leur voiture. Il y en a qui travaillent, attention. Il y en a qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, parce qu'ils n'ont pas de toit. Parce que les finances ne sont pas au beau fixe. Oui. Et donc, du coup, ces personnes-là, il faut les aider. D'avoir un domicile, du moins. Ouais. Voilà. D'accord. Pour clôturer sur cette association, quelle est la demande que tu ferais? Quel est le besoin vraiment? Qu'est-ce qui te manque pour aider plus ou aider mieux? L'écoute des administrations, que ça soit un peu plus rapide dans les délais.
Surtout que quand on vient vers eux, on n'est pas là pour faire leur travail, on est un relais. On est là pour leur donner toutes les informations possibles et être l'accompagnateur, la Donc, personne travailler référente, vraiment, main travailler dans la main dans la main et pas à couteau tiré comme on peut avoir dans certains cas où certaines personnes ne nous répondent pas forcément. Oui. Alors que il faut pas qu'ils oublient, c'est que derrière un mail, il y a l'humain. Oui, oui. Donc c'est important. C'est un dossier, c'est pas... Voilà. Voilà, ils c'est traitent pas ça un en dossier, mode, c'est pas un numéro. Ouais. C'est un humain qui attend de pouvoir vivre comme tout le monde. Oui. Effectivement. Donc, solidarité, Créole 974. qu'on peut retrouver à quel endroit? Qu'on peut retrouver sur la page Facebook, qu'on peut aussi appeler. Donc, Oui. ça sera le même numéro pour mes associations. Oui. C'est beaucoup plus simple. Oui. D'accord. Donc, c'est le 06 93 06 86 Allez, vas-y. 06 93 86 82 88. Parfait. Merci. Et ben ça, c'était pour la première association. Donc, si vous êtes bénévole, si vous êtes sponsor, si vous avez été touché par justement les actions que Cynthia mène avec cette association, autant pour la métropole que à La Réunion, n'hésitez pas à la contacter via Facebook. On aborde le deuxième sujet qui est, la deuxième association, pardon, qui est... Eh ben, elles sont liées, les deux autres associations sont liées. oui. Donc, il y a le collectif Eliana Oui, et il y a Parents 974 Protégeons nos enfants, oui, qui sont deux associations qui sont vraiment pour lutter contre les violences et toute forme de violence faite aux enfants, d'accord. pour accompagner les familles Oui. à la parentalité. Et voilà, c'est le sujet Alors, le plus sensible pour moi. Oui, c'est le sujet le plus sensible. Alors, on va parler du collectif Eliana peut-être en dernier, parce qu'il y en a beaucoup à dire, Oui. et ça a bien évolué. Donc, peut-être qu'en dernier, là, on va aborder peut-être le sujet Parents 974. C'est ça? Oui. Alors, c'est quoi? C'est qui le public? Et qu'est-ce que tu peux apporter? Alors, Parents 974 s'occupe donc de la violence intrafamiliale Oui, des parents. C'est des parents qui parlent aux parents. Et ça, c'est important. d'accord. Donc, c'est-à-dire, ce sont des parents qui sont dans l'association. Beaucoup ont du vécu. Et ce vécu leur sert maintenant pour aider les autres qui sont en difficulté. D'accord. Et Donc, c'est donc, beaucoup de témoignages, beaucoup de forums entre parents. oui, beaucoup de voilà. forums entre parents, beaucoup de témoignages. Ce sont des brigades de parents Oui, qui iront dans certains lieux insolites Oui. où les enfants n'ont pas lieu d'être, tout simplement, ok. pour pouvoir parler justement, discuter avec les parents qui les amènent dans ces lieux-là, Oui. pour leur faire comprendre où est le danger. D'accord. Parce que parfois, il y en a qui s'en rendent pas compte, tout simplement. On n'est pas là pour juger les gens. Oui. On est là pour les aider. Tu as un exemple? Oui, trouver des enfants dans des bars, ce n'est pas le lieu. Des bars. Snack bar? Non, des bars où les gens boivent de l'alcool, où il y a certaines mamans qui se rendent peut-être pas compte qu'en allant et en fréquentant ces lieux-là, on met les enfants en danger. D'accord. Donc, c'est là, on important. s'adresse vraiment, les parents s'adressent à d'autres parents C'est ça, et parlent de leur expérience c'est ça. pour Donc, éviter toute conséquence. voilà, c'est pareil, dans notre groupe de parents, on a des parents qui ont été alcooliques Oui, et qui, au jour d'aujourd'hui, peuvent en aider d'autres qui le sont, pour les aider à passer au-delà et aller vraiment vers la sobriété. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner, on est là pour aider. qui peut t'appeler pour te demander de l'aide? Toutes les parents qui seraient en difficulté, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut être vite dépassé. On est tous des parents et on n'est pas parfait. Par exemple, j'ai une mamie qui me dit, la mamie me dit, bah oui, mais j'ai ma fille qui, tous les soirs, quand elle sort du travail, elle boit. Et du coup, ma petite fille est malheureuse parce qu'elle voit sa maman boire. Hein. Donc, une mamie pourrait t'appeler pour te dire... Bien sûr, on sera là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le rôle des parents, là, nous, de notre brigade à nous, c'est de faire de la médiation, c'est d'aider. C'est d'aider cette grand-mère, finalement, qui nous a rappelé à faire le lien avec sa fille et d'apaiser les choses. Essayer de faire comprendre aussi que on ne boit pas comme ça. Il y a toujours une histoire qui se cache derrière. Et après, il y a peut-être des choses à mettre en place, des suivis psychologiques, certaines choses à mettre en place. En tout cas, c'est ce qu'il faut À partir pour de aider. quand il faut se poser des questions, alors? À partir du moment où, en fait, on n'est pas conscient, hein, du tout. en fait, souvent, les personnes ne sont pas conscientes. C'est plutôt l'entourage Oui. qui vient vers nous Ah, pour voilà. nous dire. Et puis, c'est à nous, après, de créer le lien avec ces personnes-là. D'accord.
Ça fait beaucoup de travail, ça, dis donc. Hein. Ça fait beaucoup de travail, mais... On arrive à du résultat? En fait, pour moi, ce qui est le principal, c'est ça. C'est-à-dire le résultat quand on voit le sourire après à la fin. Ou alors quand des gens nous disent merci parce que, mais t'es rends pas moins compte de ce que m'était fait, en fait. Et là, on leur explique que finalement, on n'est pas venu pour leur dire, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Pas de jugement. Non, il n'y a pas de jugement. Ouais. On est là pour aider. On essaye de comprendre pourquoi ils en arrivent là. Pour les aider, pour pas que on en arrive à des placements d'enfants. D'accord. Et vraiment aider les parents. Cette association, quand même, est accompagnée de professionnels pour. Oui, c'est pareil. Donc, c'est accompagné de professionnels, de psychologues. Il y a des groupes de paroles qui vont se créer. Dans les parents même, on a des professionnels. Oui. Donc, c'était important parce que il faut que quand on arrive face aux gens, il y ait ce qu'il faut pour les aider. D'accord. Voilà. On arrive maintenant à la 3e association. Dis donc, ça va, tu respires, je vais pas trop vite parce qu'il y a tellement pas de dire que voilà, c'est super important de ne pas bâcler. C'est celle qui prend le plus de temps, je pense. Alors, comment on va te dire? Alors, le collectif Eliana, j'étais agréablement surprise il y a peut-être maintenant 1 an, je crois. Le collectif Eliana a été monté et j'avais reçu ici même Flora de Femmes Debout. J'avais reçu Jessie Michel, qui est à l'origine de ce collectif. Alors, vas-y, décris un petit peu. C'est quoi ton rôle dans ce collectif et redécris un petit peu. Donc, dans le collectif Eliana, je suis la vice-présidente. Oui. Enchantée, madame. Donc, je suis la vice-présidente, mais c'est surtout être sur le terrain, c'est surtout aider ses enfants. Le collectif porte le nom d'une petite fille qui n'est plus. Oui. Eliana, je pense que c'est dans les mémoires de tout le monde. Oui. Et on a la prétention peut-être de dire, mais le dernier en date, c'est Gabriel, et on voudrait que ce soit le dernier. Alors, justement, rappelle vite fait en deux mots vraiment, Eliana, qu'est-ce qu'elle a vécu et quel a été le verdict pour les parents? Alors, donc Eliana a été tuée par son petit père. On peut l'affirmer puisqu'elle a été condamnée. Ok. Donc c'est une petite fille où ils étaient entre 4 murs qui a perdu la vie par de la maltraitance. Et puis la mère, elle, n'a pas été condamnée. D'accord. Je me souviens, j'ai vu à la télé, vous étiez toutes devant, tout le collectif, à essayer vraiment d'attirer l'attention sur la responsabilité vraiment des deux. Et on est resté un peu sur sur notre fin parce que apparemment, voilà, la maman a été innocentée, n'a pas été, elle a été acquittée. En réalité, c'est simple à comprendre, c'est-à-dire que je parle en connaissance de cause. Elle a été libérée tout simplement parce que l'accusation était qui a tué Eliana et il n'y a eu qu'un seul tueur. D'accord. Donc on ne pouvait pas tout simplement faire en sorte que les deux soient condamnés. Les jurés se retrouvaient avec la question clé, qui a tué Eliana? Nous avons eu pendant tout le procès la preuve par les experts qu'il n'y a eu qu'un seul tueur. Donc elle... Il y a tué et laissé tuer, non? Oui, mais c'était pas dans l'instruction. C'était pas l'instruction. Donc là, on parle de procédure. Et ça, des fois, on parlera certainement de procédure dans la 2e émission parce que on en a vraiment à dire là-dessus. Donc ça, c'est pour l'histoire d'Eliana. Elle avait quel âge? Eliana avait 2 ans quand elle a été tuée. D'accord. Tout récemment, Gabriel? Tout récemment, il y a eu Gabriel à la montagne. Oui. Donc là, moi, ce qui m'a le plus choqué dans tout ça, c'est que tout le monde était au courant et que personne n'a rien dit. Pour avoir été sur les lieux, on entendait très bien ce qui se passait autour. Donc tous les voisins ne pouvaient pas dire qu'ils n'entendaient pas ou ne voyaient pas ce qui se passait. Et malheureusement, cet enfant s'en est allé. Donc, sous les coups de son beau-père. Ok, d'accord. Et le procès est en cours? Ça sera, je pense pas cette année. Parce que voilà, c'est en cours là, on a un qui vient bientôt là. Ouais. C'est à la Rivière des Galets. Oui. Un quartier qui nous touche un peu plus particulièrement. Non, oui. Grosse histoire. Où là, c'est 3 enfants qui ont perdu la vie avec leur père. Effectivement.
Effectivement, c'est un sujet ce soir qui est très douloureux, hein, parce que déjà en tant que maman, c'est très difficile de parler de ce genre de sujet, mais je trouve que c'est aussi honorable et il faut en parler, il faut détaquer la langue parce que ça se reproduit trop souvent. Et c'est ce pourquoi qu'il y a des associations comme celle de Cynthia qui existent et qu'il y a des émissions comme la nôtre pour démocratiser, pour libérer, pour médiatiser, pour parler de ce sujet-là. Si vous êtes les sur votre canapé, écoute bien, rouvre grands autres oreilles. Il y a des violences intrafamiliales tout le temps, partout. Et certainement que vous êtes même vous êtes témoins de scènes. Et encore plus depuis le Covid, depuis le confinement, nous l'a réalisé ça. Donc, des associations viennent en aide les parents, aident les enfants. Et notamment le collectif Eliana qui comprend aujourd'hui combien d'associations ? 40 actuellement. 40 associations dans ce collectif pour se rassembler pour cette même cause et être puissant, avoir un peu plus de poids pour aller négocier des avancées auprès des institutions. C'est ça, parce que pour Eliana, il y a eu quand même 5 signalements qui ont été faits. Pour le petit Gabriel, il y en aurait eu 8. Donc il y a des choses, il faut décloisonner certaines choses pour pouvoir faire avancer les dossiers, puisque pour certains ce sont des dossiers, mais je le rappelle encore, ce sont des enfants en danger. Avant d'être des dossiers. Des dossiers. Donc, et j'aimerais dire aussi aux gens, et ça c'est très important, quand moi je viens sur le terrain, comme on a pu voir à la montagne, les gens qui n'osent pas parler, par peur, j'aimerais leur dire que la peur, elle doit changer de camp. Et que dénoncer n'est pas réellement dénoncer, c'est protéger. C'est protéger un enfant. Il faut savoir que les enfants, c'est notre avenir. Et que si on laisse des personnes les détruire, c'est détruire notre avenir tout simplement. À partir de quand on doit se poser des questions? Et ça, c'est tout le temps ma question parce que à chaque fois, on ne sait pas vraiment si on est dans le cas ou on n'est pas dans le cas. Ah oui, nous veut faire commérage, mais pas trop commérage. Attention, ça ne garde pas nous. Oui, tout à fait garde pas nous, mais après quand le marmaille n'est plus là, oh ben nous n'aurait dû peut-être que. Et les regrets, c'est trop tard. Les remords, c'est trop tard. En fait, il faut savoir qu'un enfant qui pleure une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il faut commencer à se poser des questions. Pourquoi c'est crie? Pourquoi c'est pleure? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que une famille à l'extérieur va toujours avoir le sourire, va toujours faire semblant que tout va bien. Et une fois qu'ils sont entre 4 murs, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et des fois, les enfants sont le souffre-douleur des parents. Oui. Et ça peut en arriver à ce que les enfants perdent la vie. Donc il est important de se poser la question quand on entend des cris. Oui, il y a des enfants qui pleurent, bien sûr, mais quand on les entend hurler, crier un peu plus fort et chaque jour de plus en plus, il faudrait se poser les bonnes questions et se dire bah là, est-ce que je devrais pas finalement signaler? Signaler, on fait quoi? Donc il faut signaler, donc faire une IP, c'est-à-dire à la CRIP. CRIP. La CRIP 974. Ça veut dire ou appeler le 119. Et c'est vraiment de décrire les actions. Donc CRIP, c'est quoi? Donc la CRIP, c'est la structure qui se trouve au département, oui, où toutes les informations préoccupantes arrivent. D'accord. Donc il faut savoir que les informations préoccupantes peuvent arriver de médecins, mais de personnes lambda aussi. Oui. Ça arrive aussi de la victimologie. Et toutes ces données qui sont arrivées, c'est voilà. Une IP, c'est quoi? C'est une information préoccupante, c'est-à-dire il y a un enfant qui est potentiellement en danger. D'accord. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est clair. Donc il est très important, il faut se dire que vaut mieux avoir averti pour rien, qu'une enquête soit menée et que rien ne s'est passé, que de ne voir rien dit et qu'un enfant ferme les yeux. Bien sûr. Donc voilà, donc, et la CRIP en fait, donc toutes les données c'est pareil, on appelle le 119. 119. Le 119, les données arrivent à la CRIP qui va traiter l'information préoccupante. Donc quand l'information préoccupante arrive à la CRIP, qu'est-ce qui se passe? Il y a une équipe qui est dédiée à l'ASE, qui est là pour enquêter. D'accord? Attention parce que là, nous avons hyper compétent sur la table. Alors, essaye pas de mailler le petit grain de sel et tout. Là, merci. Ouvre bien vos oreilles. Il reste à nous 2 minutes avant la clôture. Si jamais vous allez face à un cas, s'il vous plaît, écoute Cynthia. Donc, l'ASE va faire son enquête. D'accord? Donc, c'est-à-dire, eux, ils sont là pour l'information préoccupante. Ils vont prendre, il nous faut nom, adresse. Si vous n'avez pas le nom, l'adresse suffit. Tant qu'on connaît le numéro de porte. D'accord. C'est le principal. Pour pouvoir aller, donc ils vont faire leur enquête.
Ensuite, s'ils sentent qu'il vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, l'enquête ne se mène pas que avec la famille. Oui. D'accord? C'est sous anonymat. Attention, quand on fait une IP, c'est toujours sous anonymat. D'accord. Donc, ils vont pas savoir qui a fait quoi et qui a dit quoi. D'accord. Ensuite, ils vont aller dans les écoles des enfants. Ils vont aller prendre toutes les données avec les écoles. Ils vont vérifier avec les médecins. Ils vont prendre les carnets de santé. Ça, c'est la PMI qui s'en charge. D'accord. Qui va prendre les carnets de santé des enfants et qui va vérifier quel est le médecin. Allez, il nous reste 1 minute. Qui va vérifier qui est le médecin et qui va faire le nécessaire. D'accord. Et moi, ce que je vous propose, comme il nous reste qu'1 minute, on va devoir clôturer, mais comme Cynthia revient la semaine prochaine, moi, ce que je te propose, Cynthia, c'est vraiment que ce côté sur le collectif Eliana, on en parle la semaine prochaine et on donne tout, mais vraiment, on donne toutes les informations pour la semaine prochaine. Ça te va? Ça marche. Il y a encore tellement à dire. Merci de nous avoir suivis sur Télécréole et sur l'émission Au cœur des femmes. Gros bisous à toutes. À jeudi prochain. Bisous, bye bye.